Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures pour la fin du mois de novembre. Aujourd'hui j'ai je crois 6 romans et 3 graphiques à vous présenter, donc on a quand même pas mal de choses. J'ai fait de nouveau de chouettes découvertes sur la fin de ce mois de novembre, donc il y a pas mal de titres dont je suis très contente de pouvoir vous parler. Tout d'abord j'ai lu Mexican Gothic par Silvia Moreno Garcia. C'est publié aux éditions Brajlon et pour ma part c'est la version poche que je possède. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, c'est un récit qui se prête parfaitement à la période d'Halloween, mais bon, voilà, vous pouvez le lire aussi à d'autres moments de l'année. C'est un récit qui se passe donc au Mexique, assez proche de la frontière des États-Unis. On suit une famille qui est d'origine américaine. Et notre personnage principal s'appelle Noémie, et en fait Noémie c'est sa cousine qui a épousé donc le fils de cette grande famille qui habite dans ce manoir. Sauf qu'elle commence à vivre des choses un peu particulières et que du coup elle va appeler sa cousine, elle va lui demander de la rejoindre dans le manoir et c'est donc ce que va faire Noémie qui va donc se rendre sur place et qui va découvrir la famille pour le moins très particulière qui vit dans ce manoir. Et c'est vraiment une famille voilà, qu'on n'a pas envie de croiser dans la vie de tous les jours. Et en plus de ça, il y a également ce manoir en lui-même qui referme beaucoup de secrets et qui est franchement pas très sympathique et qui est même très hostile à toute personne qui n'approuverait pas ce que dit et ce que veut la famille. Donc voilà, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment très chouette, j'ai trouvé que c'était très bien mené, il y a une ambiance qui est vraiment très lourde avec un côté très néfaste, des personnages qui sont intéressants, des scènes qui sont très gore, très glauques, assez dérangeantes. Vraiment j'ai trouvé que c'était super bien fait. Le seul petit bémol que j'ai à faire, c'est que du coup comme je dis c'est un récit qui se passe au Mexique, mais on suit une famille qui est d'origine américaine, et du coup je trouve que le côté Mexique est pas hyper développé, on en a un petit peu par certains aspects, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait encore plus cet ancrage dans la culture mexicaine. L'autrice est mexico-américaine, a double nationalité il me semble, et voilà. Du coup j'ai trouvé que c'était un roman qui était très chouette, c'était franchement une bonne découverte, j'ai passé un très bon moment avec, je trouve que l'ambiance est hyper bien faite. Et vraiment voilà, une très chouette lecture. J'ai vu que c'est un roman qui s'est retrouvé dans le top de plusieurs personnes et franchement je comprends pourquoi parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu Les Assassins de l'Aube par Michel Bussy, donc son tout dernier titre en date. Je l'ai écouté en version audio au moment de sa sortie et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. On est sur un roman thriller qui se passe en Guadeloupe et on est sur une ambiance qui est vraiment très pesante avec plusieurs morts qui vont se succéder et dont les cadavres sont retrouvés dans des lieux qui sont très symboliques et notamment qui ont des symboles très forts et très liés avec la période esclavagiste. Et donc par rapport au passé de la Guadeloupe, par rapport à tous ces événements. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant et très bien construit. Petit à petit on va se rendre compte qu'en fait c'est une grosse histoire de vengeance au départ et que ça cible vraiment un personnage en particulier. Sauf que pendant quasiment tout le récit, on ne sait pas qui est derrière tout ça. C'est un récit avec plusieurs points de vue, tous les points de vue se croisent vraiment et on a également d'ailleurs le point de vue justement de l'assassin de l'aube, donc du tueur qui est en train de sévir. Et vraiment voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, la version audio était super bien faite, était super immersive, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas lu de Michel Bussy depuis un petit moment quand même, mais en tout cas vraiment celui-ci je vous le recommande très chaudement. En plus il y a ce côté voilà, qui se passe en Guadeloupe, donc qui est quand même assez dépaysant, l'ambiance est hyper bien retranscrite, donc oui, de nouveau une très chouette découverte que je vous recommande. Après ça, je me suis enfin lancée dans un classique que je voulais lire depuis longtemps, que j'avais dans ma pile à lire depuis vraiment pas mal d'années, et que je mettais chaque année dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, ça y est, je l'ai enfin lu. Il s'agit du coup des Garènes de Watership ou Watership Down, les deux titres existent. Donc c'est écrit par Richard Adams. Pour ma part, j'ai cette édition qui a un format semi-poche que je trouve vraiment très joli. Dans ce récit-là, en fait, c'est un récit dans lequel on va suivre une colonie de lapins. Tous nos personnages sont des lapins, à part quelques autres personnages, on a un oiseau notamment, mais voilà, sinon on va dire que l'immense majorité des personnages de ce roman sont des lapins, qui vivent donc dans leur garenne, qui creusent leur terrier, qui essayent de trouver comment s'alimenter, qui cherchent à se reproduire, voilà, ils vivent leur vie de lapin, hein, globalement, on n'est pas sur des animaux, enfin on est sur des animaux du coup qui pensent, qui parlent, qui ont des grands débats les uns avec les autres, mais voilà, ça reste des animaux, ils vivent comme des lapins vraiment
de tous les jours. Et donc nous en fait on va suivre un petit groupe de lapins qui décident de partir de leur garenne parce que leur garenne est vraiment très menacée là où ils sont, et donc ils décident de s'enfuir et ils se retrouvent, si je ne me trompe pas, à Watership, où ils vont donc fonder leur propre garenne, leur propre groupe. Pour ça ils essayent également d'aller chercher des lapins autour, ils voient qu'il y a des lapins domestiques qu'ils essayent de récupérer, il y a des lapins de d'autres garennes, mais parmi ces lapins de d'autres garennes il y en a certaines qui sont très hostiles. Donc voilà, on a vraiment toutes ces histoires avec ces conflits, beaucoup de passages assez philosophiques, et finalement c'est vraiment un récit qui parle beaucoup de liberté et d'autodéterminisme. Le fait de ne pas hésiter à sortir du cadre, à fixer ses propres règles, son propre mode de fonctionnement et pas forcément à suivre celui qu'on nous impose. Le tout est écrit avec un style qui est vraiment très beau. On est sur un roman qui est donc quand même devenu un classique maintenant, et c'est un peu compliqué de définir sa tranche d'âge parce que comme pour pas mal d'autres romans jeunesse en fait, c'est effectivement un récit qui par rapport à ses thèmes s'accorde bien avec de la jeunesse, mais on est quand même sur une écriture qui est vraiment travaillée. Je pense qu'en anglais ça doit être quand même assez costaud à lire, et c'est très beau, c'est très bien écrit, mais voilà, c'est quand même un style qui est assez particulier. On sent vraiment que l'auteur a fait beaucoup de recherches sur la vie, sur le comportement des lapins, sur la société des lapins, comment est-ce qu'ils vivent en société les uns avec les autres. Vraiment c'était hyper chouette. C'est un récit qui comporte quand même quelques longueurs, mais je suis vraiment contente de l'avoir enfin découvert, surtout que ça fait partie de ces grands classiques de la fantaisie animalière qui ont inspiré des tas et des tas d'autres romans et œuvres, séries, etc. ensuite. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir pour tout ça. Ensuite, un livre que j'ai lu en version numérique, il s'agit des Filles de Freya par Floriane Soulas. C'est son dernier roman qui est sorti, et c'est un roman qui est sorti en collection adolescent chez Rajo. C'est un récit qui est inspiré de la mythologie nordique. Au départ, on suit deux jeunes filles, deux adolescentes qui sont passionnées par cette mythologie nordique et qui vont au collège ou au lycée, je sais plus exactement quel âge elles sont peut-être au début du lycée, à Paris, et donc elles sont dans le monde complètement normal, sauf qu'il va y avoir des éléments qui vont apparaître dans notre monde, et ça va les amener à faire une sorte de portail et à passer dans le monde de mythologie nordique. Elles se retrouvent du coup embarquées dans tout ça, rencontrent différentes divinités qui essayent aussi de mettre un peu la main sur elles et sur leurs capacités. Et puis voilà, différentes créatures. C'est un récit que j'ai trouvé sympa, c'est un tome unique. J'ai trouvé ça sympa, j'ai pas forcément de défauts ou quoi à lui reprocher. J'ai pas été complètement embarquée dedans non plus, mais j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, un petit récit tout court, il s'agit de Les Essaims par Chloé Chevalier aux éditions Robert Laffont. C'est donc un récit qui fait une centaine de pages à peu près. Chloé Chevalier, je l'avais découverte pour ses romans de fantasy que j'ai tous beaucoup aimés, et c'est vrai qu'en général en fantasy elle fait plutôt des roman assez costaud quoi, assez long. Donc là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent, c'est de la SF, c'est très court, c'est à destination du coup adulte. Ce récit là se passe donc dans un système de planètes qui fonctionne vraiment sur un mode assez particulier, et donc en fait nous on va suivre un personnage qui arrive dans ce système et qui découvre comment ça fonctionne. Ce système est basé sur un principe de rotation, à savoir que tous les, je sais plus combien d'années, mais c'est assez long, peut-être tous les 25 ans, quelque chose comme ça, il change de planète, et en fait ces planètes fonctionnent avec le système un peu de l'agriculture, avec une planète qui est liée aux humains, une planète qui est liée aux animaux et une planète qui est liée à la jachère. Et donc voilà, on peut choisir, et donc sur la planète liée à la jachère, je crois que c'est une vie un peu plus cool. La planète qui est liée aux humains, c'est plus par rapport au développement de la famille, etc. Et puis la planète qui est liée aux animaux, ça va être aussi avec de l'agriculture. Je crois que c'est quelque chose comme ça, et donc tous les je sais plus combien d'années, ils peuvent décider en fait soit de poursuivre leur cycle pour continuer leur mode de vie sur la planète d'après, ou bien ils peuvent décider de rester sur place, et donc forcément ça sépare les familles, ça fait qu'il y a toute une notion aussi par rapport à la propriété qui est complètement différent, parce que du coup la maison de famille par exemple ça n'a pas de sens étant donné qu'au bout de X années ils doivent changer de planète, donc cette maison de famille en fait va devenir la maison de famille de la prochaine famille qui vient inviter ici. Donc voilà, du coup c'est tout un système comme ça. J'ai trouvé que du coup c'était hyper intéressant par rapport au temps, le rapport à la nature, au rapport effectivement donc à la propriété. Et du coup c'est un système qui fait que les personnages sont vraiment amenés à se questionner sur eux-mêmes, et donc forcément ça questionne aussi le lecteur. J'ai trouvé que c'était intéressant. Par contre c'est vrai que c'est un récit qui n'est pas forcément très facile à appréhender. J'ai mis un peu de temps quand même à complètement entrer dedans, et comme c'est un récit qui est assez court, voilà, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu gênée dedans pour complètement l'apprécier. Mais en tout cas je trouvais que c'était un récit vraiment original, et que c'était vraiment chouette de le découvrir.
Pour terminer, côté roman, je vais vous parler de Célèbre par Maud Ventura, que j'ai découvert lui aussi en version audio. C'est un récit audio que j'ai beaucoup aimé. C'est un récit qui est très particulier et je comprends que certaines personnes puissent complètement le détester et ne pas du tout réussir à entrer dedans. Mais pour ma part, je trouvais que c'était très bien fait et j'ai beaucoup aimé. En fait, dans ce récit-là, on suit l'histoire de Cléo Louvan, qui nous parle donc d'elle à la première personne. Et Cléo Louvan, c'est une jeune femme qui est franco-américaine et qui est passionnée de musique et de chant et qui est super décidée. Et pas juste décidée, elle est persuadée qu'elle va devenir la prochaine pop star mondiale, que tout le monde entendra parler d'elle, qu'elle va devenir le prochain phénomène de la musique, et pas juste un phénomène avec une musique qui marche très bien, mais vraiment un phénomène de grande ampleur, qu'elle va devenir la prochaine méga star. Elle sait que sa voix est meilleure, qu'elle est plus jolie, que machin, etc. Et donc elle est hyper déterminée. On la suit depuis son enfance, quand elle commence vraiment à nourrir ses rêves, et on voit que c'est vraiment quelque chose de très sérieux chez elle. Et c'est très sérieux au point où ça devient vraiment une obsession, et du coup, dès qu'elle n'arrive pas à accomplir ce qu'elle veut, dès qu'elle trouve qu'elle n'a pas été assez bonne, etc., elle va se punir elle-même. Donc ça va passer par des troubles du comportement alimentaire, par de l'automutilation, enfin voilà, pas mal de choses comme ça qui sont quand même assez lourdes. Et puis donc on la suit dans sa jeunesse à Paris, ensuite elle déménage aux États-Unis et puis petit à petit on la voit finalement effectivement faire son ascension pour arriver à cette gloire dont elle a toujours rêvé et dont elle a toujours su que ce serait sa destinée finalement. Et c'est sûr que c'est un personnage qui est quand même franchement antipathique, c'est un personnage qu'on déteste, on n'aurait absolument pas envie d'avoir quelqu'un comme ça dans notre vie, mais pour autant c'est un personnage qui est hyper intéressant à suivre et j'ai trouvé que c'était justement que c'était super bien fait, que le roman nous accroche complètement malgré ce personnage horrible. Et puis surtout j'ai trouvé que c'était un roman qui était hyper bien ancré dans notre époque, dans tout le star system. Ouais, ça se sent que c'est vraiment hyper documenté et c'était vraiment super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il y a cette héroïne qui est complètement assoiffée de célébrité, qui est cruelle, qui est narcissique, qui est antipathique, qui est pleine de contrôle, d'intransigeance envers elle-même et aussi envers les autres. Donc voilà, c'est quand même assez particulier comme récit, mais vraiment j'ai trouvé que c'était un titre très original et qui m'a complètement captivée du début à la fin. Pour terminer, je vais donc vous parler de 3 titres graphiques que j'ai lus sur la fin du mois de novembre. Tout d'abord, j'ai lu Génération Loup. C'est un album qui est assez long, qui fait à peu près 300 pages, quelque chose comme ça. Ça s'adresse vraiment à la fanbase de Loup. Pour ma part, j'aime beaucoup la série Loup, j'ai grandi avec, j'ai lu tous les albums, mais pour autant, j'ai pas trouvé que ce titre-là était indispensable. En fait, au début, il y a tout un tas de pages, de planches qui montrent un peu le processus créatif de Julien Mille pour arriver jusqu'à créer Loup. Donc ça passe par plein de petites bandes dessinées en une seule page ou parfois en quelques pages, ou des recherches autour de personnages, etc. Et il y en a plein qui n'ont absolument aucun rapport avec Loup, et puis il y en a quelques-uns où on voit voilà, qu'il y a certaines inspirations, certaines petites choses, certains éléments qu'on va retrouver ensuite dans la bande dessinée. Il y a également quelques planches inédites par exemple qui peuvent se passer entre 2 tomes de Loup. Et par contre il y a un entretien à la fin qui est un entretien qui est quand même assez long, qui fait une bonne vingtaine de pages je pense, dans lequel Julien Mille revient vraiment tome par tome sur ses inspirations, sur ce qu'il a voulu faire, etc. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Mais voilà, c'est vrai que pour l'ensemble j'ai pas trouvé ça complètement indispensable, même si j'aime beaucoup la série Loup. Après, si vous êtes très fan, que vous avez envie d'ajouter ça à votre collection, bah, n'hésitez pas. C'est un album qui est sorti pour l'anniversaire de je sais plus combien d'années de Loup, peut-être les 20 ans. Un autre récit, pour ma part, m'a pas complètement convaincue. Il s'agissait du tome 1 du manga Tokyo ces jours-ci. J'ai vu que le tome 2 était également sorti, je sais pas du tout combien de tomes sont prévus. On est sur un récit tranche de vie avec une ambiance assez douce et surtout très nostalgique, dans lequel on suit un ancien éditeur de manga qui a perdu sa passion du manga et qui décide donc de démissionner, d'arrêter son travail et qui va petit à petit un petit peu essayer de renouer avec sa passion. Au départ il est vraiment décidé à complètement sortir de ce milieu-là et faire autre chose, et puis petit à petit voilà, on voit comment la passion le rattrape et comment il se replonge un peu dans tout ça, avec également d'anciens mangaka avec lesquels il a collaboré, qui essayent de revenir vers lui. Il essaye de se séparer de toute sa collection de mangas, mais finalement il fait machine arrière au dernier moment, enfin voilà, toutes ces choses là. Donc c'est un récit plutôt introspectif. Les dessins sont pas forcément trop ma tasse de thé, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas plus que ça apprécié. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment avec, mais pour autant je pense pas continuer la série. Et pour terminer du coup, j'ai lu un roman graphique, à savoir Witchy, c'est écrit par Ariel Slamet Reyes. C'est le même auteur que pour Cry Wolf Girl, qui était sorti chez Kinaï et que j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai entendu parler de Witchy avec de très bons retours, j'ai reconnu le nom de l'auteur, je me suis dit que c'était parfait.
On est donc sur un récit de fantasy dans lequel la magie est liée avec la longueur des cheveux et toutes les personnes qui ont beaucoup de magie sont recrutées par l'armée, la police si on veut, de cet univers pour faire régner l'ordre et vraiment ils ont un statut très haut placé, ils sont considérés comme étant vraiment un peu des héros de la nation, etc. Sauf que on sait également que les personnes qui pour le coup ont trop de magie peuvent être considérées comme étant des menaces. Notre personnage principal est bien décidé à cacher et à gâcher également ses dons magiques pour ne pas se faire repérer et pour ne pas intégrer cette académie magique. Sauf que ça ne va pas marcher et qu'elle va se retrouver à l'intégrer et donc on va suivre toute cette histoire. Donc on a au départ toute son histoire avec sa mère dans leur petit foyer, etc. Ensuite on a toute la partie d'académie de magie et puis enfin on a toute une partie qui se passe dans la rébellion et c'est un récit que j'ai trouvé très chouette. C'est un premier tome, j'espère vraiment que la suite pourra sortir et pourra être traduite en français, mais en tout cas qu'elle pourra sortir déjà. Je trouvais que c'était intéressant par rapport donc à nos personnages, par rapport à la quête d'identité. Vraiment je trouvais que c'était très prometteur, donc comme je vous dis voilà, j'espère chaudement qu'on aura la suite. Du côté des planches, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Donc voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu quelques-uns. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!